Bon, bismillah. Donc je disais que avec le groupe 2, dimanche, nous avons déjà commencé à traiter le texte de Mohammed Dib. Donc avec nous avons relevé les personnages, nous avons défini qu'est-ce que c'est qu'un personnage, le personnage étant un signe, une constituante textuelle qui se définit comme un ensemble de traits décrits par des mots et se chargeant progressivement de sens au fil du récit. Donc, grosso modo, c'est un signe qui accomplit des actions, qui est décrit, qui a un caractère. Donc, c'est ça un personnage. Nous avons relevé les personnages déjà avec le groupe. Nous avons relevé les lieux et les moments de la journée de l'extrait de Mohammed Dib. Et nous avons commencé à relever les voix. Donc, cette fois-ci, et avec vous, nous allons commencer à traiter les moments. N'est-ce pas? Nous commencerons à traiter les moments. Relever les moments de ce récit. On le relit ensemble? On relit l'extrait ensemble? Je lis à haute voix? Vous préférez que je lise à haute voix? Vous préférez qu'on vous lise? On ne vous a pas assez lu d'histoire quand vous étiez enfant. Donc, l'extrait de La Grande Maison de Mohammed Dib de 1952, contexte du roman, c'est un roman, c'est l'un des tomes, c'est le premier tome de la trilogie de Mohammed Dib. Ça décrit la vie d'une famille tlemcenienne durant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire avant la Révolution. Donc, je reprends le texte. La nuit tombait, assis sur le seuil de la porte, Omar regardait la rue. Des formes passaient, s'éloignaient, se perdaient dans l'obscurité. Il pensait à son père, parti là-bas, très loin, faire la guerre. Quand reviendra-t-il? Demandait-il souvent à sa mère. Elle ne répondait pas, ou bien elle disait « Bientôt mon fils, bientôt ». Mais Omar savait que ce bientôt ne viendrait pas. Il avait surpris une conversation des voisines l'autre jour alors qu'elle buvait le thé chez Aïni. La femme de Hajj Salem disait, l'une, elle ne sait pas encore les nouvelles, ça met du temps à arriver. Mais moi, je te dis, il ne reviendra pas. Ils sont tous tombés là-bas dans ce pays de neige et de froid. Tais-toi, avait répondu Aïni en baissant la voix, si le petit entendait. Mais Omar avait entendu. Depuis, il regardait sa mère en cachette, guettant sur son visage un signe, une ombre qui confirmerait la nouvelle. Elle restait impassible, vaquant aux travaux de la maison, lavant, cousant, préparant la soupe. Parfois, elle s'arrêtait, le regard perdu vers la fenêtre. Alors Omar sentait son cœur se serrer. Il aurait voulu courir vers elle, se blottir contre elle, mais une pudeur étrange le retenait. La rue maintenant était vide. Seul au loin, un chien aboyait. Omar frissonna.
il pensa aux hommes qui travaillaient à l'usine là-bas, derrière la colline. Ils rentraient épuisés, le visage noir de poussière. Certains ne disaient rien, d'autres riaient fort, d'une voix qui semblait trop bruyante dans le soir qui tombait. La mère de Omar disait que c'était la fatigue, que le travail rendait les hommes ainsi. Mais Omar n'était pas sûr. Il lui semblait que ces rires cachaient quelque chose, une colère, une révolte peut-être. Omar appela sa mère à l'intérieur, « Viens manger ». Il se leva lentement, jeta un dernier regard vers la rue obscure, puis rentra dans la pièce unique. La lampe à pétrole répandait une lumière tremblotante. Son frère cadet dormait déjà roulé en boule sur la natte. Sa mère disposait les bols sur une table basse. La soupe fumée sentait bon le thym et l'ail. « Maman, demanda Omar en s'asseyant, c'est vrai que papa ne reviendra pas ?» Elle sursauta, le bol qu'elle tenait trembla dans sa main, un peu de soupe se renversa. Longtemps, elle resta ainsi immobile, le visage soudain vieilli, puis elle reposa le bol, s'essuya les mains à son tablier, vint s'asseoir près de lui. « Pourquoi dis-tu cela, mon fils ?»« Je ne sais pas, je l'ai entendu dire. » Elle regarda longuement de ce regard grave et doux qu'elle avait parfois. « Écoute-moi, Omar, ton père reviendra. Il faut croire qu'il reviendra. Sans la croyance, on ne peut pas vivre. » Elle se tut, le silence s'installa entre eux, seulement troublé par le bruit léger. « S'il vous plaît. » Elle se tut, le silence s'installa entre eux, seulement troublé par le bruit léger de la lampe. Omar baissa la tête et commença à manger. Mais il sentait que sa mère ne disait pas tout, qu'elle aussi, peut-être, savait. Et cette certitude silencieuse pesait plus lourd que tous les mots. Dehors, le chien aboya encore, longuement, désespérément. Donc nous avons relevé les personnages qui sont Omar, la mère de Omar, le père qui est Hassalam, le frère cadet, les voisines, y compris Aini, dans Aini, et les hommes de l'usine. Nous avons dit que les personnages sont les signes potentiellement actifs dans le récit, pas forcément actifs, mais potentiellement actifs. Pourquoi le chien n'en est pas? Pourquoi le chien n'est pas un personnage? Parce que le chien n'est pas potentiellement un signe actif dans le récit. Le chien n'est pas censé prendre la parole, ni accomplir des faits qui sont susceptibles de changer le cours du récit. N'est-ce pas? Peut-être dans une fable, dans un conte, dans une nouvelle, le chien aurait pu être un personnage, non pas dans un roman de société ou d'histoire. D'accord? Les lieux et les moments, nous avons détecté, nous avons relevé qu'il y a plusieurs lieux, le seuil de la porte, la rue, l'usine derrière la colline, ce sont des espaces. Oui. Nous avons la pièce, la maison, la cour. Nous avons relevé les moments de la journée qui sont le crépuscule, la nuit. Donc, les thèmes principaux, nous avons relevé déjà dans la séance passée la guerre, la pauvreté, la famille, l'attente, le secret, etc. Nous avons relevé plusieurs thèmes via la structure du récit. Maintenant, à vous, donc, je vous donne un quart d'heure, 20 minutes, 20 minutes, et vous allez relever
la suite des discours des personnages, les voix, la suite des voix des personnages, et les moments de la narration. Vous allez relever les moments de la narration. D'accord? Combien y a-t-il de moments? Je vous laisse 20 minutes travailler en groupe de... Donc pour les moments, nous allons reprendre la lecture et à vous de me dire, pour chaque passage que je terminerai, de me dire quel est le moment de la narration, de quel moment de narration s'agit-il. La nuit tombait, assis sur le seuil de la porte. Omar regardait la rue, des formes passaient, s'éloignaient, se perdaient dans l'obscurité. Il pensait à son père, parti là-bas, très loin, faire la guerre. Quand je vais m'arrêter ici. Ici, c'est une scène. Qu'est-ce qui marque la scène ici? Oui? Wallah, y a-t-il des présents de l'indicatif ici? Je reprends. La nuit tombait, assis sur le seuil de la porte. Omar regardait. Des formes passaient, s'éloignaient, se perdaient. Il pensait. Est-ce que vraiment c'est le présent de l'indicatif? C'est quel temps? C'est l'imparfait. C'est un récit. Donc, mais c'est une scène. C'est-à-dire, le narrateur rapporte les faits, les actions, en même temps qu'elles se passaient. Donc, c'est une scène. C'est une scène au moment même où les actions se passaient. Ah, c'est l'indicatif. Quand reviendra-t-il? Demandait-il souvent à sa mère. Donc, ici c'est un? Non. Prolepse. Qu'est-ce qu'une prolepse, Jama'a? C'est quoi une prolepse? C'est une anticipation. La prolepse, c'est une anticipation. C'est-à-dire, avant que le fait ne soit présent dans le récit, le narrateur va se projeter dans le futur du récit pour le raconter. Est-ce que ce fait, le fait que le père revienne, il est revenu? Non, il n'est pas revenu, le père. C'est une éventualité. Ce n'est pas une anticipation, c'est une question, ici. Il est en train de poser une question. Donc ce n'est pas un fait, c'est une question. D'ailleurs, ce n'est pas un récit, ce n'est même pas un récit. Ici, il n'y a pas de la narration ici. Quand Omar dit à sa mère, quand reviendra-t-il? Ça c'est un quoi? C'est un récit? Non, c'est un quoi? C'est un discours, merci, c'est un discours. Vous faites la différence entre récit et discours. Quelle est la différence entre récit et discours? Récit, c'est le fait de raconter quelque chose. Le fait de raconter. Le discours, c'est le fait de s'adresser. Le fait de s'adresser. Al-khabar ou al-insha' في العربية. الإنشاء والخبر. الخبر ما يصدق عليه التصديق ou التكذيب. Quand quelqu'un vous raconte quelque chose, vous pouvez lui dire oui, c'est vrai, non, ce n'est pas vrai. Alors que quand il va vous poser une question, quand Omar dit à sa mère, quand reviendra-t-il? Est-ce que la mère pourrait répondre, non, ce n'est pas vrai? Non. Donc c'est un discours, c'est une adresse. Omar s'adresse à sa mère. Donc lorsqu'il s'adresse, lorsqu'il demande, lorsqu'il s'exclame, lorsqu'il ordonne, on ne peut pas dire que c'est quelque chose à quoi on peut répondre vrai ou faux. Donc ce n'est pas un récit, c'est un discours. Donc du moment que c'est un discours,
Le narrateur rapporte le discours. Quand reviendra-t-il? Demandait-il souvent à sa mère. Ici, nous avons deux moments. Lesquels? Aïe, remuez les ménages, ou là, il vous manque du glucose. La caféine surtout. Lorsque Omar dit à sa mère, quand reviendra-t-il? Demandait-il souvent à sa mère. Il y a deux moments ici. Il y a deux moments. Quand reviendra-t-il? Quel est le moment ici? Hein? C'est une scène. C'est une scène, c'est-à-dire rapporter le récit en même temps, mais ce n'est pas un récit. Ce n'est pas un récit, c'est un discours. Donc, entre les guillemets, c'est une scène. Parce qu'il y a deux voix. Ici, il y a deux voix. La voix de Omar et la voix du narrateur. Donc, entre les guillemets, c'est comme si le narrateur avait conservé le discours tel qu'il a été dit pour le rapporter dans le moment même où il a été dit. Mais ce qui implique un autre moment de la narration, c'est qu'il a suivi ça de demandait-il souvent à sa mère. Donc c'est quel moment? Ici. Demandait-il souvent. Ça se passait où dans le temps? Ça se passait dans le passé de cette scène. Donc c'est une analepse. Merci. C'est une analepse. La scène, c'est le repère. La scène, c'est le présent du récit. Quand le narrateur se projette soit dans le futur de la scène ou dans le passé de la scène, on pourrait dire que c'est une analepse ou une prolepse selon que le récit soit dans le futur ou dans le passé de la scène. Donc, quand le narrateur dit « Quand reviendra-t-il » ça c'est le discours de Omar, conservé dans une scène telle qu'il a été dit. Vous voyez bien les guillemets. Vous voyez bien les guillemets dans le document, sur le document. Ah, quand le narrateur suit sa narration par « Demandait-il souvent à sa mère », c'est-à-dire il s'est projeté dans le passé de la scène. Donc, c'est une habitude qu'il a tenue de par le passé de cette scène. Elle ne répondait pas, ou bien elle disait « Bientôt mon fils, bientôt ». Il y en a deux ici aussi. Oui, toujours. Une analepse et une prolepse. Parce qu'elle lui répondait et elle disait... Elle ne répondait pas. Donc le fait d'utiliser l'imparfait. L'imparfait. La structure de l'imparfait implique une action comment? Une action sûre, c'est une action passée puisque c'est un temps passé. Mais c'est une action comment par rapport au passé? Vous êtes en quelle année? Troisième année, L3, licence 3. Quand vous étiez en socle commun, première année, vous allez nous raconter l'année du socle commun. Vous allez dire quoi? Je suivais mes cours durant ma première année. Vous allez utiliser l'imparfait. Pour exprimer quoi exactement? Pour exprimer une action qui a duré dans le passé. Donc l'imparfait, c'est une action qui dure dans le passé. Une action inachevée dans le passé. Une action qui a duré dans le passé. C'est-à-dire sa mère lui répondait et lui répond encore que bientôt mon fils, bientôt. Ce qui est gardé entre guillemets, c'est la réponse habituelle de la mère. Donc c'est toujours une action habituelle. C'est toujours quel moment? C'est toujours un moment? Du passé. Oui, du passé donc. Merci. On veut utiliser les concepts de base. Donc c'est toujours une analepse.
Mais Omar savait que ce bientôt ne viendrait pas. Mais Omar savait. C'est quel moment? Ce n'est pas une analyse. Savait. Dans la scène. Savait dans la scène. Savait dans la scène que ce moment ne viendrait pas. Ne viendrait. Quel temps a été utilisé ici? شوفوا le temps, جماعة, ما تشوفوش في وجهي, شوفوا le temps. Quel temps a été utilisé ici? Le futur. Est-ce que vraiment c'est le futur que vous voyez là sur votre document? Qui va le futur مع l'imparfait? هذا جديد, هذا le temps. خرجوا جديد, le futur مع l'imparfait. يقولوا له le conditionnel présent هذا. يقول vous les conditionnels présents qui va le futur مع l'imparfait malinois هذا. قولي لي ماشي الفيتور مع l'imparfait, c'est RAIT, c'est le conditionnel présent. Le conditionnel présent. Le conditionnel présent. Le conditionnel présent utilisé. Le conditionnel présent utilisé dans un récit passé exprime quoi exactement? Lorsque vous utilisez le conditionnel présent, lorsque le conditionnel présent est utilisé dans un discours présent, c'est-à-dire, tu viens me demander maintenant, le professeur viendra ou ne viendra pas? Je vais te répondre, il viendrait. RAIT. Par rapport à un moment présent. Par rapport à un moment présent. Le conditionnel présent exprime quoi? Merci, exprime le doute. Mais là, ce n'est pas une réponse à une action qui se passerait dans le futur. Mais c'est une réponse à... C'est un récit passé, parce que le contexte le suggère fortement. Il n'a utilisé que l'imparfait jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Jusqu'à maintenant, le narrateur n'a utilisé que quoi? L'imparfait. Et ce n'est pas un discours direct conservé entre guillemets. Ce n'est pas mis entre guillemets. Si ça aurait été mis entre guillemets, on aurait pu dire que c'est une scène, c'est-à-dire ce récit-là, ce discours là, ce conditionnel présent-là a été utilisé dans le moment même où il a été dit, si ça a été conservé entre guillemets. Mais ce n'est pas le cas. Donc c'est le discours, comment? Indirect? Comment? Discours indirect libre. C'est le discours indirect libre. C'est-à-dire le narrateur se permet de rapporter la pensée de Omar, la voix intérieure de Omar, se permet de rapporter la voix intérieure de Omar selon son récit. C'est le discours indirect libre. Et si c'est le discours indirect libre dans une action passée, puisque le récit a été exprimé à l'imparfait, c'est que la valeur du conditionnel présent ici n'a pas la valeur du doute. Non, le doute ou l'incertitude, c'est la même chose. Haj Moussa Moussa el Haj. Le conditionnel présent utilisé dans un discours rapporté par rapport à une action passée exprime le futur. Exprime le futur. C'est le futur. Mais non pas le futur par rapport à un moment présent, mais le futur par rapport à un moment passé. Ça y est? Ce n'est pas le futur par rapport à un moment présent, parce que le futur par rapport à un moment présent, c'est quoi? C'est le futur. C'est le futur simple. Le futur par rapport à un moment passé, dans un discours rapporté, on utilise le conditionnel présent. C'est la règle. On va utiliser le conditionnel présent. Donc c'est une... Ici c'est une... C'est une quoi? C'est une prolepse. Ici c'est une prolepse. Ici c'est une prolepse. On continue. Mais Omar savait que ce bientôt ne viendrait pas. Il avait surpris
une conversation des voisines. Non, c'est une analepse, c'est-à-dire dans le passé de sa sensation de peur que son père ne reviendrait pas, il avait déjà un motif, lequel il avait surpris les voisines en train de parler. Et chez Aïni, qu'est-ce que les voisines disaient? La femme de Hassalam, disait l'une d'elles, ne sait pas encore les nouvelles, ça met du temps à arriver. Mais moi, je te dis, il ne reviendra pas. Donc il a déjà entendu dans le passé de sa scène. Donc c'est une analepse. Ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut seulement définir la scène. Où est le présent du récit? Tout moment antérieur ou présent du récit, c'est une analepse. Postérieur au moment du récit, c'est une prolepse. Il faut voir les indices seulement. Donc le moment du récit, c'est le moment, la situation initiale où Omar est assis devant sa porte, en train de penser, en train de méditer sur l'absence de son père. Donc ce que vous allez faire chez vous, c'est relever le reste des moments. Je ne vais pas faire le tout quand même. On va... Selon cette logique, je vais vous mettre l'enregistrement, Inch'Allah, ce soir, sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube. Il y a les gens de Facebook, ils regardent sur Facebook, les gens de YouTube, ils regardent sur YouTube. Vous avez les deux, d'accord? Donc, méditez.